Alors, on parlait de coopération inhabituelle. Il y a aussi des événements inhabituels, comme cette visite qu'effectue actuellement une délégation de journalistes, de chercheurs originaires d'Europe, mais qui sont tous issus du monde arabe et qui sont musulmans. Et nous avons le plaisir d'accueillir l'un d'entre eux. Bonsoir Nader Alouche. Bonsoir. Vous êtes chercheur en France, mais vous êtes originaire, vous aussi, d'un pays arabe. Lequel d'ailleurs? Oui, tout à fait, l'Algérie et le Liban. Voilà, l'Algérie et le Liban, vous êtes musulman. Et vous avez publié, avant votre visite en Israël, cette tribune dans le Huffington Post qu'on va voir s'afficher à l'écran, dans laquelle vous expliquez pourquoi vous avez accepté, parce que c'est la première fois, de venir en Israël. Avant qu'on rentre dans le détail de ce que vous écrivez, qui est très intéressant, dites-nous pourquoi d'abord vous avez eu le besoin de vous justifier. Vis-à-vis de qui finalement? Il faut, quand on est musulman arabe aujourd'hui en France, on a besoin de dire qu'on va presque pas s'excuser, mais dire je vais en Israël, voilà pourquoi j'y vais. Pourquoi est-ce qu'il faut se justifier? À cause du conflit israélo-palestinien, évidemment. En tant que Français d'origine arabe, je demeure solidaire de mes frères palestiniens et j'espère une issue favorable au conflit israélo-palestinien. Et je soutiens d'ailleurs les initiatives de paix proposées par la Ligue arabe à l'État d'Israël, en particulier la dernière, proposée par le roi d'Arabie Saoudite, feu Abdallah. Vous savez, le public musulman n'a pas encore intégré l'idée qu'Israël est une donnée permanente. Et je pense que tout musulman qui se rend en Israël, même s'il est de nationalité européenne, s'il souhaite que son voyage s'inscrive dans le cadre d'une médiation entre les deux sociétés civiles, il doit faire un travail de pédagogie auprès du public musulman. Moi, je n'ai pas souhaité que ma visite soit vaine et qu'elle soit inutile. Vous ne voulez pas le faire incognito aussi, parce que vous l'affichez finalement. Hein? Oui, je ne voulais pas la faire incognito. D'abord, je suis de nationalité française, je n'ai aucune nationalité arabe, donc aucun pays arabe ne peut faire aucune pression sur moi. Par ailleurs, Israël est un État démocratique, c'est une société également ouverte, moderne, mixte, donc il n'y a aucune honte à rendre visite aux Israéliens. Je pense que plutôt la honte, c'est d'aller dans certains pays arabes avoisinants qui, eux, ne sont pas de démocratie. Ce qui est aussi incroyable, c'est que vous dites, et vous avez raison, que l'idée qu'Israël existe, en tout cas l'existence permanente de l'État d'Israël, n'est pas dans les mentalités arabes aujourd'hui, et vous dites que ce n'est pas à cause du conflit israélo-palestinien. Non, c'est à cause de quelque chose. Alors d'abord, vous avez deux publics arabes. Vous avez le public arabe chrétien, qui est différent, et le public arabe musulman. Donc, pour le public arabe musulman, la raison pour laquelle il n'intègre pas l'idée de l'existence permanente d'Israël, c'est à cause de la dhimitude, qui est donc le statut des juifs et des chrétiens dans le droit chariatique. Et d'ailleurs, j'ai lancé une initiative pour l'abolition de la dhimitude auprès du grand cheikh d'Al-Azhar, qui a reçu des échos très favorables. Égypte, la mosquée Al-Azhar. Exactement, qui est en Égypte, qui a reçu des échos très favorables. Et j'ai organisé avec la fondation Konrad Adenauer le 18 octobre dernier un forum sur cette question de l'intégration de l'islam dans la sphère de la gouvernance démocratique. Donc la question de la dhimitude, elle est centrale pour accepter que des puissances publiques puissent être exercées pas seulement par des musulmans, mais également par d'autres groupes. Ensuite, le public arabo-chrétien, je pense qu'il est complexé dans ses relations avec l'islam et que par ailleurs la situation au Liban fait que Israël est une donnée qui n'est pas intégrable aujourd'hui. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que vous avez senti que le conflit israélo-palestinien, quand on est en France, on en entend parler d'une certaine manière, est-ce qu'il vous a immédiatement sauté au visage que ce conflit était partout ici en Israël, ou est-ce qu'on peut finalement vivre en se disant qu'il n'est peut-être pas aussi présent qu'on le voit de France? Alors, je pense que le conflit israélo-palestinien n'est pas présent en Israël ou pas présent dans la société israélienne, parce qu'il y a une vraie séparation entre les deux pays, Israël et la Palestine. Et les Arabes israéliens, j'ai été très étonné, jouent assez bien le jeu de l'intégration dans la société ou dans l'État israélien. J'en ai rencontré un certain nombre et le conflit israélo-palestinien n'était pas leur priorité immédiate. J'ai sollicité mon ami l'ambassadeur de Palestine en France, Salman Al-Halfi, pour rencontrer l'autorité palestinienne. Malheureusement, le retour a été négatif et le simple fait d'aller en Israël, d'une certaine manière, a coupé nos relations, ce que je trouve dommage. Et j'espère vraiment un réveil prochain des Palestiniens parce qu'à mon avis, la solution est aujourd'hui entre leurs mains.
Et je voudrais lancer un appel à mes frères palestiniens et leur dire que lorsque je suis arrivé en Israël, le premier sentiment que j'ai eu, c'est la honte. La honte qu'il n'ait pas fait ce que vous avez fait, ce que vous avez construit est incroyable. Je vois notamment la politique agricole d'Israël, la végétation anthropique, ce que le KKL a fait par exemple. Et je dis à mes frères palestiniens, qu'attendez-vous? Ne nous humiliez pas plus. Pourquoi vous prenez le risque de dire ça? Vous n'avez pas peur? Vous imaginez que vous ne devez pas avoir des retours très positif sur ce discours qui détonne avec celui de l'ensemble de la communauté? Parce que la paix est nécessaire aujourd'hui. Je vis en Europe dans un contexte de sécurité qui est, comme vous le savez, très délétère à cause du terrorisme islamiste. Et par ailleurs, aujourd'hui, je me sens protégée par deux États. L'Égypte, et vraiment, je dois dire qu'Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien, pour les Arabes, c'est comme Moïse. Et je me sens protégée également par la nouvelle orientation politique en Arabie Saoudite. Et moi, j'encourage l'État israélien dans ses relations avec l'Arabie Saoudite, même non officielles. Et je l'encourage à continuer son soutien auprès des Américains, son soutien à l'Arabie Saoudite auprès des Américains. Ouais. Vous avez écrit quelque chose d'assez étonnant finalement dans cette tribune qu'on a vue tout à l'heure et qui vous a permis de justifier votre venue ici en Israël, c'est de dire que finalement, si on monte dans l'histoire et très loin dans l'Antiquité, ce sont bien les Juifs qui étaient à Jérusalem avant les autres. C'est quelque chose aujourd'hui, ça, qui pourrait, si c'était accepté par tous, peut-être débloquer des choses dans le conflit israélo-palestinien, selon vous? Ce que vous écrivez de manière très, très simple finalement. Alors écoutez, concernant la légitimité historique des Juifs en Israël, elle est évidente. Jérusalem, c'est la ville du Temple. Seulement, Jérusalem ne devient une ville connue dans l'histoire universelle qu'à partir de la crucifixion du Christ. Donc c'est bien la ville des trois religions, en fait. C'est bien la ville des deux religions, d'abord, parce que ça n'est pas tout à fait la ville de l'islam à mon avis. C'est la ville des Juifs, c'est la ville du Temple, et Jésus a été crucifié là, et c'est la raison pour laquelle elle a cette importance mondiale. Et Jésus en parle comme de la ville du Temple, donc c'est la ville de David et Salomon. Moi, je ne nie pas la légitimité des Juifs sur Jérusalem. Je dis simplement... On est compte que c'est ça aujourd'hui qui conditionne tout. Si on admet ça... On admet que Jérusalem est la capitale, que les Américains ont le droit à installer... Moi, je pense que il faut beaucoup plus nuancer, parce que si la légitimité des Juifs à Jérusalem est évidente et que personne ne peut la nier, il n'en demeure pas moins que la ville est également chrétienne. Et c'est une trace qu'on ne peut pas effacer. Et je dirais qu'elle est peut-être même plus importante que l'histoire juive de Jérusalem, dans la mesure où c'est l'histoire chrétienne de Jérusalem qui va la faire passer à la postérité. Voilà, ça fait près d'une semaine que vous êtes là. Dernière question, quelle image vous allez emporter avec vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué pendant votre voyage? Le développement agricole, le développement économique d'Israël, c'est, je pense, un pays tout à fait unique au Moyen-Orient. Et ensuite, évidemment, tous ces députés francophones, arabophones, en plus de parler l'hébreu, évidemment, la langue nationale. Et alors moi, j'aimerais juste ajouter une dernière chose. Je suis candidat à l'investiture à l'REM pour les européennes. Donc la République en marche. La République en marche, tout à fait. J'ai obtenu le soutien d'un acteur tout à fait inattendu, Eli Khazan du Likoud, qui est le directeur des relations internationales du Likoud. Et je voudrais également témoigner de cette bienveillance que j'ai trouvée en Israël, de cette volonté de coopération et ce sont des gens qui sont prêts à soutenir les bonnes initiatives et les gens en faveur de la paix en Europe. Voilà, merci en tout cas pour ces messages forts que vous avez fait passer sur notre antenne ce soir. Nader Alou, je rappelle que vous êtes donc chercheur et que vous faites partie d'une délégation franco-arabe qui était en visite pour un voyage exceptionnel en Israël cette semaine. Merci à vous, effectivement.